Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour bon nombre de pays d'économie attardée, mais favorisés par des conditions climatiques attrayantes, le tourisme apparaît de plus en plus comme une des chances décisives et un des principaux facteurs de la croissance nécessaire. Alors, pourtant, le jugement porté sur les effets économiques d'un tel choix demeure à la fois plus prudente et plus nuancée. Alors, la question essentielle peut ainsi être posée. Les économies en voie de développement sont-elles capables de retenir et d'utiliser sur place les revenus, parfois considérables, distribués par les touristes étrangers? Et ces revenus sont-ils susceptibles de jouer un rôle décisif dans le décollage économique tout en soutenant les objectifs nationaux essentiels, en ne détournant pas le pays des priorités et des contraintes de la croissance? Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur SICA et vous êtes également sur votre émission Angle de vue. Au sommaire du décryptage de ce jour, le tourisme et son rôle dans la croissance économique. Un premier sujet, nous parlerons du tourisme comme un facteur de développement. En second lieu, nous nous pencherons sur les atouts touristiques de certaines régions du continent africain avec un clin d'œil spécial à ce pays que vous devinez. Mais avant de retrouver le débat, voici ce qui fait l'actualité sur le continent et dans le monde. 4 policiers ont été tués par des tirs jeudi pendant un rassemblement à Dallas pour protester contre la mort de 2 hommes noirs tués par les forces de l'ordre. Au moins 7 autres agents et civils ont par ailleurs été blessés. Le rassemblement à Dallas faisait partie de plusieurs manifestations organisées à travers les États-Unis pour protester après la mort de 2 hommes noirs abattus par la police cette semaine, l'un en Louisiane et l'autre dans le Minnesota. Accompagné de vents violents et de pluies diluviennes, le super typhon Nepartak a touché terre vendredi à Taïwan, première tempête majeure de la saison qui a entraîné l'évacuation de 15 000 personnes, l'annulation de centaines de vols et la fermeture des écoles. Près de 255 000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin. Le Soudan du Sud marque samedi le 5e anniversaire de son indépendance. L'accord de paix censé tourner la page d'une guerre civile dévastatrice ne tient qu'à un fil et la population n'a jamais eu aussi faim. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont mortes depuis décembre 2013 et le début de la guerre civile qui a ravagé le jeune pays et son économie, conduisant le gouvernement à annuler pour la première fois les festivités de l'indépendance. Le plateau de votre émission Angle de vue de ce jour reçoit 2 invités. Huguette Akplogandoussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Emeraude Tour. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à SICA TV et à toute l'émission de Angle de vue. En face de vous, c'est bien sûr Paulin Vissot, juriste, président du réseau national du partenariat public-privé. Paulin Vissot, merci également d'être en face de Mme Huguette Akplogandoussa pour ce débat. Bonjour, merci. Voilà, juste la virgule et nous retrouvons le sujet. Je le disais donc à l'entame de cette émission, pour bon nombre de pays à économie attardée, mais favorisés par des conditions climatiques attrayantes, le tourisme apparaît de plus en plus comme une des chances décisives et d'un principal facteur pour la croissance nécessaire. Madame Akplogandoussa, confirmez-vous cette information? Merci infiniment. C'est vrai que les pays africains se retrouvent dans un contexte de gouvernance qui ne permet pas à tous les atouts dont disposent ces pays de s'éclore. C'est vrai également que les ressources humaines et les cadres qui doivent gérer ces pays ne voient pas l'importance du tourisme dans l'économie de leur pays. Et pourtant, l'Afrique, continent très riche, continent doté de climats favorables, ayant une faune et une flore gracieusement données par Dieu, ce continent n'arrive pas à trouver encore le bout du tunnel pour valoriser son tourisme. Quelques pays seulement ont compris qu'il faut mettre en exergue ce dont ils disposent pour pouvoir entrer des devises. Et quand vous parlez de pays attardés, c'est le cœur meurtri que je voudrais bien accepter, mais tout en disant qu'il y a de l'espoir. Si tout un chacun prend l'engagement de respecter les lois et les règles établies dans une république, d'utiliser de façon efficiente les ressources générées par chacun des secteurs d'activité,
et particulièrement le secteur touristique, qui génère suffisamment de ressources, puisque quand on prend ce secteur-là, vous retrouvez depuis la chaîne du transport, en passant par l'hébergement, la restauration, le guidage, jusqu'à la dernière partie de la chaîne, c'est-à-dire les objets d'art. Chacun de ces secteurs-là apporte énormément, si on sait s'organiser et si on sait drainer les touristes. Paulin Vissot, vous êtes dans le domaine du partenariat public-privé. Selon vous, avec ce tableau que Mme Dossa vient de peindre, qu'est-ce qui fait que sur le continent africain, ça ne décolle pas? Merci. Évidemment, ça ne décolle pas parce que les acteurs privés qui devraient être, disons, au premier plan pour valoriser ce secteur ne sont pas associés. Dans la plupart des cas, ils sont pourchassés purement et simplement lorsqu'ils refusent disons, de faire la politique du gouvernement qui est en place. C'est vrai, la situation... Est-ce que vous pensez que c'est vraiment... Il y a aussi des acteurs qui ne sont pas fiables ou crédibles dans leur partenariat avec le pouvoir central? Qui décide du caractère crédible ou pas d'un opérateur économique? Dans la plupart des cas, vous retrouverez qu'à l'origine de ce que vous allez appeler peut-être des actes peu recommandables, il y a toujours l'État lui-même qui est derrière. Donc je pense que l'heure est venue pour que le secteur privé africain puisse être, disons, valorisé, et cela passe par un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre pour leur permettre effectivement, disons, d'aborder des sujets aussi sensibles pour le développement du continent, comme le tourisme. Comme cela a été dit tout à l'heure, vous prenez la plupart des pays africains, il y a des secteurs que la nature a réservés et qui auraient pu être très riches en termes de potentialité. Mais ça a été méconnu, où les fois où l'État a essayé, n'est-ce pas, de développer certains de ces aspects, eh bien, vous connaissez très bien comment le secteur public, l'administration publique africaine fonctionne. C'est souvent des actes de clientélisme, de népotisme, donc ils ne vont pas souvent au bout. Je pense qu'il faut valoriser ce secteur en donnant... Mais vous pensez qu'on peut faire quoi aujourd'hui pour changer la donne? C'est d'abord, reconnaître que le secteur privé, c'est le secteur qui développe, n'est-ce pas, un pays. Ça suppose que toutes les réformes qu'il faut faire pour permettre au secteur privé d'investir, n'est-ce pas, il faut le faire. L'État ne peut plus continuer pas se comporter, n'est-ce pas, comme un privé, un investisseur. L'État doit pouvoir mettre en place les règles du jeu, réguler les secteurs, faciliter, n'est-ce pas, la vie aux investisseurs. C'est le rôle que devrait être, n'est-ce pas, celui de l'État au plan africain aujourd'hui. La plupart des pays européens l'ont compris et c'est pourquoi ils sont en avance. Directrice Emeraude Tour, Mme Huguette Akpoghan-Dossa, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en confiant ce secteur aussi sensible et vital de l'économie au privé, ça peut changer la donne? Je crois que c'est le privé, justement, qui est au cœur de ce secteur. L'État a son rôle régalien à jouer. Mais l'État a des offices de tourisme. Les offices du tourisme, c'est clair. Vous revenez dans un pays, c'est d'abord l'État, qui met en place les conditions favorables pour qu'on accueille les touristes. Maintenant, qui exécute, c'est le privé. Qui propose les circuits touristiques, qui met en ligne, c'est le privé. Qui doit aller sur les salons vendre le pays, c'est le privé. Alors, et là, il y a ce partenariat-là qui doit être mis en place, mais le secteur privé doit avoir sa place prépondérante. Quand on prend le secteur des services de transport, c'est le privé. Transport aérien, transport local, c'est le privé. Vous prenez les agences de voyage, c'est le privé. Vous prenez tout de suite les guides de touristes, on peut les retrouver soit au niveau des agences comme au niveau des offices du tourisme. Ça fait une collaboration qui doit être très étroite pour que le récit narré aux touristes, la présentation, le contenu même de ce qu'on sert aux touristes soit original, certifié et reconnu par l'État. C'est pour ça que l'État doit être là, pour sauvegarder la matière. Quand on prend la suite, les restaurants, les hôtels, c'est le privé. Donc vous prenez le tourisme en général, l'État doit juste mettre les conditions favorables, définir les règles du jeu, laisser la main au privé et dire au privé, apporter les ressources. Vous avez vu, en quelques jours, on a demandé de mettre cet emprunt obligataire sur place. Les Béninois ne sont pas pauvres. Et vous avez constaté, ils ont donné plus que prévu. Ça signifie quoi? Si les conditions sont remplies, si la confiance est là, si
on met en place un mécanisme de redistribution équitable de ce qui doit rentrer. Les populations et le privé donnent entière satisfaction au gouvernement et vous voyez que tout le monde adhère au programme sans rechigner. Monsieur Vissot, vous êtes également juriste, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le cadre institutionnel, législatif et à la limite réglementaire aujourd'hui est propice? Alors, ça il faut nuancer. C'est vrai que, en parlant du cadre juridique et institutionnel, la situation n'est pas la même dans tous les pays africains. Il y a beaucoup de pays qui ont fait des avancées. Mais je voudrais très rapidement revenir sur un aspect du développement fait par Mme Plogan. C'est vrai, le secteur touristique, les principaux animateurs, ce sont les privés. Mais ça se passe dans quelles conditions? C'est des gens qui souffrent énormément. Vous avez l'État, dans la plupart des cas, qui utilise les services, n'est-ce pas, de ces privés, mais qui ne payent pas. Vous prenez par exemple les agents de voyage. Un cas typique, un exemple typique, c'est le cas du Bénin. L'État reste devoir d'énormes créances, n'est-ce pas, au privé. Vous n'avez pas apporté les documents qui certifient cette déclaration ici. Écoutez, je peux l'attester. Vous savez, elle est dans le secteur, elle sait de quoi je parle. Donc je pense que l'État doit pouvoir comprendre que son rôle, c'est de protéger les investisseurs. Il s'agit alors du cadre législatif et réglementaire. Qu'est-ce qui se passe là? Le cadre, effectivement, certains pays ont fait des avancées. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, vous avez la loi sur le partenariat public-privé qui a été déjà votée. C'est l'une des conditions préalables pour que les investisseurs, n'est-ce pas, soient en confiance pour pouvoir apporter les ressources. Parce que lorsqu'on parle de partenariat public-privé, de quoi cela retourne? En fait, c'est une collaboration entre la personne publique et le privé, de sorte à fournir, n'est-ce pas, un service public qui permette à l'État d'essouffler. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la plupart des États africains sont confrontés à des contraintes d'ordre budgétaire. L'État ne peut plus être le papa gâteau, l'État-providence, donc il est obligé de faire appel aux acteurs privés. Et pour le faire, c'est d'abord disposer d'un cadre législatif qui soit attractif, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays africains. Donc, les privés hésitent. Il y a un exemple typique aussi. Vous avez vu, pour ce qui concerne le Bénin, par exemple, il y a une table ronde qui a été organisée à Paris, où on a annoncé sur papier des ressources qui auraient été mobilisées. Mais aujourd'hui, je pense que si vous faites une enquête dans ce secteur, vous verrez que tout ce qui a été annoncé n'a pas été obtenu. Mais il faut mettre aussi les conditions en place pour capter ces ressources-là. Absolument, c'est pourquoi je parle du préalable qui il ne revient pas forcément à l'État de créer ces conditions. Le privé aussi est là pour innover. Madame Huguette Akloga, oui, je vais revenir à vous tout à l'heure. Madame Huguette Akloga, vous êtes dans le secteur, vous avez tout à l'heure dit que l'État reste vous devoir. Mais est-ce que ça veut simplement dire que le cadre n'est pas aussi propice à l'émergence du secteur? Non seulement j'atteste que l'État doit aux agences de voyage, mais l'État a tué un certain nombre d'agences de voyage qui aujourd'hui ont fermé, malheureusement. Parce que vous voyez les mécanismes mis en place par nos fournisseurs, que sont IATA, Galileo et tout le reste. Ces grandes entreprises du transport aérien aujourd'hui sont arrivées à nous dire de payer toutes les 2 semaines ou toutes les semaines parce que nous sommes devenus des débiteurs insolvables. Et vous voyez le creux que cela fait au niveau de nos banques. On est obligé d'aller voir nos banques. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à payer? Non, mais c'est l'État qui doit et qui ne paye pas. L'État consomme les services sur des années et le système qui est mis en place pour rétrocéder les fonds ou pour faire payer les dépenses de l'État, le système ne favorise pas les entreprises privées. D'autant plus que même au sein de l'administration, vous retrouvez des cadres qui ont créé des agences privées qui fonctionnent parallèlement au système. C'est clair qu'il y a la concurrence déloyale, mais mise en place par les cadres de l'administration. Vous le retrouvez. Et le peu qui est resté, allez voir les comptes au niveau de la banque, tout est au rouge. Mais que faire aujourd'hui pour changer la donne? La donne aujourd'hui, et je crois, nous avons espoir que les emprunts obligataires mis en place... Là, vous parlez du Bénin. Très bien. Le cas du Bénin, nous voudrions bien dire que l'État veut payer les privés au niveau de l'interne. On espère bien que toutes les agences de voyage seront payées. Parce que pour que le tourisme ait vraiment cet envol-là que nous voulons, il faut que les agences aient la tête tranquille, ne pas être dérangées ni par IATA, ni par Galileo, ni par les banques pour avoir la tête de créer. Parce que mettre en place également ou en route des circuits touristiques, c'est de la créativité.
Parce que les sites sont là. Mais qui doit les animer? Il faut avoir des circuits innovants. Parce que les touristes ne vont pas consommer la même chose tout le temps. Et quand vous n'avez pas des ressources pour satisfaire aux besoins de votre personnel, quand vous ne pouvez pas, disons, faire face à vos charges mensuelles et voir sur des années, vous voyez ce que ça fait. Toutes ces dettes au niveau des banques, ce n'est pas une bonne chose. Et il faut que l'économie touristique soit relancée. Relancer donc l'économie touristique. Quelle est aujourd'hui la part de la valeur ajoutée de ce tourisme économique sur le produit intérieur brut des pays africains? Et quand je prends par exemple le cas du Bénin, pour que vous pensiez que c'est un secteur qui peut aujourd'hui l'aider à décoller? C'est un secteur qui, effectivement, peut permettre au Bénin d'avoir une croissance à 2 chiffres. Mais comme on vous l'a dit, c'est que personne, apparemment, ceux qui devraient prendre les bonnes décisions ne se penchent pas sur la question. Et ça, c'est dû à beaucoup de raisons. Ah ben le gouvernement, déjà au Conseil du 18 mai, a pris la décision de créer une agence de promotion du secteur du tourisme. C'est déjà une des décisions que vous attendez? Absolument, c'est une bonne décision. Et parlant du cas du Bénin, puisque vous êtes revenu là-dessus, il faut quand même remercier les autorités, hein, parce que très rapidement, ils ont déjà mis un comité sur place pour étudier l'avant-projet de loi sur le partenariat public-privé. Il faut souhaiter que le secteur privé soit associé à cette loi pour qu'on puisse avoir une loi qui prenne en compte les réalités socio-économiques du pays. Alors, cette agence, effectivement, je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois que c'est pour aller vite. Vous savez très bien que, à l'instar de l'administration publique des autres pays africains, eh ben, l'administration béninoise, certainement, a encore des lenteurs. Et donc, si on doit suivre, si on doit attendre, n'est-ce pas, on risque de perdre beaucoup de temps. C'est pourquoi cette agence, certainement, a été créée. Et vous vous rappelez, M. Talon, lors de son premier message officiel, hein, relativement à sa candidature, il s'est engagé à faire du tourisme un instrument de rayonnement international pour ce qui concerne le Bénin. Donc, je crois que, à ces propos? Je pense que c'est un homme assez sérieux. Donc, je crois fermement à ce qu'il a dit. Il revient simplement que les acteurs du secteur privé qui sont dans ce secteur-là puissent manifester, exprimer leur disponibilité. Et je crois que c'est le cas. Et pendant longtemps, c'est vrai, il n'y a pas eu un lobby assez fort dans le secteur. Et beaucoup d'acteurs privés, n'est-ce pas, se sont fait en griffe bouffer par l'administration. Je pense que de plus en plus, le secteur privé, en tout cas pour ce qui concerne le Bénin, prend conscience de son importance et s'organise davantage. On va leur souhaiter bonne chance et espérer que leurs actions puissent impacter le secteur touristique pour un développement assez pertinent du continent africain. Madame Akplogan, tout ça, vous sentez en Vissot ce qui nourrit beaucoup d'espoir pour le secteur du tourisme, pour le développement de l'économie. Est-ce que c'est cet optimisme qui vous anime aussi? Je vis également cet optimisme-là et je voudrais dire sincèrement que les premières annonces et les premiers actes du gouvernement du Bénin veulent bien nous rassurer. Mais nous allons mettre du bémol. D'abord, l'agence qui est mise en place. 1. De 2, les décisions prises autour du braconnage dans les parcs. Parce que pour nous, acteurs touristiques aujourd'hui réunis au sein du consortium touriste par million au Bénin, je crois que c'est de ça que M. Vissot voulait parler tout à l'heure, nous avons à mettre en exergue 2 principales sources touristiques aujourd'hui. C'est notre Venise de l'Afrique, Gambier, et les parcs nationaux, le parc W et le parc de la Pandjari. Et nous saluons cette décision du gouvernement qui protège aujourd'hui et qui défend le braconnage au sein de ces 2 parcs-là. On espère bien que les actions vont suivre pour permettre, et les actions et les ressources, pour permettre à ces gardiens au niveau de ces parcs-là de pouvoir bien faire leur travail et qu'on les protège. Parce que ceux qui font le braconnage sont tellement plus armés que ces gardiens-là qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils font cela pour faire du mal aux animaux et détruire le peu que nous avons au sein de ces parcs. Mais en allant sur d'autres volets, pour qu'on aille effectivement à ce décollage-là et qu'on voit le tourisme donner ce qu'il faut. Je crois qu'au niveau des pays africains, nous devons voir un peu les pôles touristiques. J'ai vu un exemple, il n'y a pas longtemps, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda qui se sont mis ensemble pour faire un visa commun. Un touriste qui prend ce seul visa-là pourra visiter les 3 pays. Quand je prends notre zone nord
du Bénin, je vois un peu le Niger, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin qui peuvent faire cet exemple-là également pour permettre à un touriste qui descend au Burkina Mais de pouvoir visiter. étant déjà dans l'espace UEMOA avec la libre circulation des personnes et des biens aujourd'hui qui est prônée, est-ce qu'on en a besoin encore? On espère bien, parce que le touriste qui vient, qui doit prendre un visa pour le Bénin, un visa pour le Niger, le Togo et le Burkina Faso, il est fatigué. Parce que c'est des formalités, temps perdu. Alors que si vous allez dans un accord entre les 4 pays, un seul touriste qui se rend dans un pays pour prendre ce seul visa-là, ça lui permet de faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il a apporté, il va dépenser, il va laisser ses devises ici et puis rentrer les poches vides. Que veut le peuple? Que ses ressources descendent, rentrent dans les hôtels et les restaurants, aillent au niveau des parcs pour leur entretien ou des sites pour leur entretien. Justement, parlant des sites, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, puisque vous attardez beaucoup plus sur le cas du Bénin, est-ce que le Bénin dispose, en dehors de plaque W et de votre Venise, de Ganvier, des sites touristiques devant faire venir les touristes comme en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, au Maroc et que j'en sais encore? Très bien. Que vendent ces pays en dehors du balnéaire? Et le balnéaire, nous l'avons sous 2 formes. La mer et nos lacs et nos fleuves. Vous pouvez vous baigner tout au long de l'océan Atlantique, de Cotonou jusqu'à Grand Popo. Avec des plages suffisamment polluées. C'est vrai, mais des efforts ont commencé par être faits par les populations elles-mêmes à travers les ONG qui entretiennent de l'écotourisme et autres, qui entretiennent ces plages. On va souhaiter que l'accompagnement du gouvernement suive à travers les élus locaux, justement. Quand on voit Cotonou, Grand Popo et Ouida, les 3 mairies, je crois bien qu'il y avait un espace comme ça pour que les 3 mairies entretiennent ces différentes plages. Et on espère bien que ces 3 mairies vont pouvoir le faire. Mais quand on va à l'intérieur également, vous avez demandé les sites et je veux bien aller là-dessus pour vous, pour que ceux qui nous écoutent voient ce qu'ils peuvent venir voir dans ces pays-là. Vous allez sur le lac Aébé, vous avez la balade sur le lac, la vue sur le paysage et les oiseaux que vous pouvez voir. Et la même chose à Ganvier. Vous retrouvez également l'histoire des colons sur l'eau. Et vous retrouvez aussi en dehors du balnéaire et tout ce qui tourne autour de l'eau, vous avez l'histoire de notre pays. Vous avez le vaudou. C'est vrai, il n'est pas matérialisé, il est immatériel. Mais vous venez le vivre. Il y a des événements cycliques qui se passent qu'on peut vivre et voir un peu ce que c'est que ce vaudou-là. On a tellement à vendre. Et quand vous rentrez dans la faune et la flore, vous avez des paysages inédits. Et à Dassa, vous retrouvez un sculpteur sur du granit. C'est inédit. Et je crois bien que certains pays le font et arrivent même à le matérialiser en petits objets qu'on peut emporter. C'est le lieu de demander au gouvernement un accompagnement pour tous ces acteurs-là, pour qu'en miniature, ça puisse se faire. Un touriste qui vient visiter puisse partir également avec des souvenirs. Monsieur Poulet-Vissot, prenez-vous une décentralisation touristique aujourd'hui? Absolument. Je pense que si on parle de décentralisation, c'est vrai que pendant longtemps, cette décentralisation a été politique. Mais on n'a pas axé les actions sur le volet économique. Je pense que maintenant, il le faut. Au plan local, ceux-là qui sont mieux placés pour identifier, par exemple, ces sites et inviter les professionnels à investir dans leur valorisation, c'est encore les autorités locales. Et on ne peut pas faire disons, du véritable tourisme sans aller à la base et associer, n'est-ce pas, les autorités locales. Dans certains pays africains... Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que les populations sont véritablement impliquées dans les projets qui sont en miniature pour le décollage du secteur touristique? Pour le moment, c'est pas évident. Et là encore, il faut nuancer. La situation n'est pas la même dans tous les pays africains. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'effectivement, les projets ne soient pas parachutés du haut et bombardés aux populations. Il faut effectivement leur implication et leur participation. Parce que effectivement, lorsque le touriste descend dans une localité, il rencontre, n'est-ce pas, les populations. Et si ces
populations ne sont pas préparées, ne sont pas coachées pour accueillir ces touristes-là, et d'abord, ils ne vont pas entretenir les endroits. L'autre chose, ils risquent de poser des actes peu recommandables vis-à-vis de ces touristes, toute chose qui risque, n'est-ce pas, de décourager ces touristes-là à revenir encore au niveau des mêmes endroits. Donc je pense que ce qu'il faut faire, il faut effectivement les impliquer, les préparer au comportement idoine qu'elles doivent adopter face aux touristes. Et dans ça, l'État, n'est-ce pas, a un rôle immense à jouer. Il faut que l'État fasse du tourisme une priorité. Et lorsque vous faites de quelque chose une priorité, vous avez les moyens. L'exemple que je connais le plus... L'État des infrastructures socio-communautaires à réaliser, l'État également à répondre à la sécurité, à la santé, à l'éducation. Justement, et si vous pensez que l'État doit forcément répondre du secteur touristique... Il y a un outil aujourd'hui, c'est pourquoi... Il y a pour problème, n'est-ce pas? C'est pourquoi la solution, c'est d'aller au partenariat public-privé. Dans ça, tout le monde est conscient que l'État a beaucoup d'urgence, ne peut pas répondre de tout. Raison pour laquelle il faut impliquer les acteurs privés. Mais si ces privés ne sont pas valorisés, lorsque l'État lui-même profite... Encore faudrait-il que ces privés fassent preuve d'une bonne moralité. Madame Akplogan-Dossa, est-ce que vous pensez que les populations, surtout les élus locaux que vous avez, s'agissant du processus de décentralisation, sont aujourd'hui préparés à la bonne gestion si entre-temps les fonds entraient par le tourisme? Je vous remercie. Je crois que les autorités locales, certaines, ont commencé à voir la lueur d'espoir. Mais d'autres n'ont pas encore compris qu'elles ont même la mine d'or sur laquelle elles dorment. Ceux qui ont compris et qui ont bien voulu avoir l'expertise de nous qui sommes dans le secteur se sont portés vers nous pour dire « aidez-nous ». Aidez-nous à valoriser le peu que nous avons. Et à quel degré vous les impliquez? Très bien. Nous venons juste de commencer. Et par rapport à ça, on leur a d'abord conseillé de mettre en place des offices du tourisme. Les offices du tourisme en se basant sur ce qui existe déjà. C'est quelques-uns qui sont mis en place à Ouida, à Abomey, à Parakou et à Natitengu. On a demandé à ces élus locaux d'aller voir les exemples et de ne pas s'arrêter qu'au Bénin, d'aller un peu dans les pays environnants pour voir comment ça fonctionne. Surtout là où on accueille beaucoup de touristes. Et ils ont commencé à le faire. Mais pour y arriver concrètement, il va falloir que ces élus locaux, en miniature au niveau des communes, associent les privés. Parce que c'est les privés qui vont construire les hôtels. C'est les privés qui vont installer les restaurants. C'est les privés qui vont encore animer tout ce qu'il faut pour que ces touristes soient à l'aise dans la communauté. Et maintenant, voir avec les populations comment les préparer, les sensibiliser à aménager le cadre de vie, assainir les communes pour qu'un touriste qui arrive se sente chez lui, dans un cadre propre. Et voir enfin avec ces populations de façon concrète, qu'est-ce qui rentre comme ressources? De quoi avez-vous besoin? Voilà, nous avons besoin de temps pour construire les écoles, les hôpitaux, mais le reste, comment c'est redistribué? Il faut que ces populations comprennent et voient l'importance de ce que l'activité touristique apporte à la localité. Et comme ça, de façon spontanée, elles sont impliquées. Donc, quand l'intérêt est là et qu'on voit de façon concrète la façon dont on est impliqué, il n'y a pas de demi-mesure. Ces populations même s'organisent pour qu'on reçoive plus de touristes. Merci donc à vous, Madame Huguette Akplogan-Dossa. On va sortir donc de ce premier sujet pour visiter un peu la question sécuritaire. Il y a quelques années encore, la France avait demandé à ses ressortissants de ne plus fréquenter par exemple le parc W sous menace terroriste. Mais aujourd'hui, cette menace, même si elle n'est pas levée, elle ne plane plus autant sur cette zone. Mais est-ce que vous pensez que les conditions sécuritaires aujourd'hui sont remplies pour que les touristes descendent dans l'espace ouest-africain menacé par Boko Haram? Écoutez, je pense que la question sécuritaire, c'est une question assez délicate. Et même les pays les plus développés au monde, ils ne sont pas à l'abri. L'actualité aux États-Unis récemment, il y a des fusillades presque tout le temps. C'est vrai que ce n'est pas de la même ampleur. Mais il faut quand même rassurer ces citoyens. Je suis d'accord que l'État français se préoccupe de ses citoyens. C'est ce qui est demandé, n'est-ce pas, à tout État. Mais pour ce qui concerne
la fréquentabilité, si vous voulez, des pays africains. Je pense qu'il y a quelques soucis à quelques endroits, mais c'est gérable. C'est gérable. C'est gérable. Merci. Donc, on va revenir tout à l'heure en second débat sur ce thème, si vous le voulez bien. Donc, c'est donc tout pour la première partie. Nous allons donc retrouver ce qui fait l'actualité sur le continent et dans le monde. Le temps de vous réinstaller pour la suite du débat. 4 policiers ont été tués par des tirs jeudi pendant un rassemblement à Dallas pour protester contre la mort de 2 hommes noirs tués par les forces de l'ordre. Au moins 7 autres agents et civils ont par ailleurs été blessés. Le rassemblement à Dallas faisait partie de plusieurs manifestations organisées à travers les États-Unis pour protester après la mort de 2 hommes noirs abattus par la police cette semaine, l'un en Louisiane et l'autre dans le Minnesota. Accompagné de vents violents et de pluies diluviennes, le super typhon Nepartak a touché terre vendredi à Taïwan, première tempête majeure de la saison qui a entraîné l'évacuation de 15 000 personnes, l'annulation de centaines de vols et la fermeture des écoles. Près de 255 000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin. Le Soudan du Sud marque samedi le 5e anniversaire de son indépendance. L'accord de paix censé tourner la page d'une guerre civile dévastatrice ne tient qu'à un fil et la population n'a jamais eu aussi faim. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont mortes depuis décembre 2013 et le début de la guerre civile qui a ravagé le jeune pays et son économie, conduisant le gouvernement à annuler pour la première fois les festivités de l'indépendance. Le débat se poursuit sur SICA, le tourisme africain, une industrie en pleine croissance qui va plus que doubler sa part de marché d'ici 2030. L'Afrique représente désormais 3% du tourisme mondial en termes de recettes. Le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Algérie, le Mozambique sont les 5 premiers pays qui sont les plus visités sur le continent africain. Ils sont suivis du Zimbabwe, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Pour rappel, alors le secteur touristique, c'est 9% du PIB mondial, 1 emploi sur 11 dans le monde. Le premier pays récepteur du touriste, c'est bien sûr la France. Et le pays qui investit beaucoup de touristes dans le monde, c'est la Chine. Où en est-on dans le Bénin? Mesdames et messieurs, on retrouve le débat dans un instant avec cette transition. Ils sont restés donc mes invités, Huguette Akplogandosa, directrice générale Émeraude Tour, et Paulin Vissot, juriste, président du réseau du partenariat public-privé. Lors de sa tournée africaine, vous l'avez vu, le premier ministre israélien s'est rendu au Rwanda avec derrière lui 800 opérateurs économiques avec ce pays. Il a signé un accord dans le domaine de nouvelles technologies, mais également du tourisme. Le Bénin, votre pays que vous défendez, citant sur ce plateau, n'a pas été visité par le Premier ministre israélien, encore moins pour signer un quelconque accord. Pensez-vous que la qualité du produit touristique que vous avez défendu pendant longtemps peut un jour attirer les Israéliens, par exemple? Madame Merci Dossa? beaucoup. C'est vrai, c'est avec le cœur meurtri qu'on apprend cette bonne nouvelle-là, mais qui ne viennent pas vers nous. Mais avant que ça n'arrive, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on voit privé et État s'asseyent pour définir ce qu'on veut vendre à l'international. Et nous continuons de proposer notre Granville, la Venise de l'Afrique et les 2 parcs nationaux. Nous savons que si on arrive à mettre en place un véritable mécanisme d'attraction des touristes, notamment en préparant des circuits innovants, pas chers. Et quand on dit pas cher, on retrouve le billet d'avion. Parce que vous voyez par exemple le Rwanda que vous avez cité. Le Rwanda a mis en place une flotte aérienne rwandaise qui arrive déjà à aller vers ces pays-là sans l'intervention de Kenya Airways, ni Ethiopian, ni Bruxelles Airlines et tout le reste. Et c'est pour ça que des pays qui font l'option de la rentabilité touristique prennent des décisions hardies et mettent des moyens pour y arriver. Si nous voulons aller vers là, nous devons également voir la flotte aérienne au niveau du Bénin. C'est vrai, on voit la pauvreté, on voit les problèmes sociaux qui se posent. Mais quand le président de la République dit « je mets le tourisme en bonne place », il faut qu'on s'asseye, qu'on voit. Un touriste qui doit choisir entre le Rwanda et le Bénin. Si le Rwanda coûte
2 fois moins cher que le Bénin, le touriste va aller au Rwanda. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les attirer? 1, le billet d'avion doit être moins cher. 2, quand ils descendent, les services au niveau de l'aéroport, il faut que ça soit impeccable. L'accueil rapide. Au niveau des visas, c'est encore un autre problème et on voudrait bien que le président de la République voit avec les députés qu'on lève très rapidement cette barrière-là pour qu'on reçoive rapidement le visa à l'aéroport, que ce soit les agents de police qui mettent le visa à l'intérieur du passeport. Toutes les conditions remplies en ligne, vous venez avec votre fiche, le visa est rempli. Vous rentrez dans le pays, le service d'accueil, très rapidement vous transfère à l'hôtel. Que toutes ces conditions soient remplies et que les repas que les touristes doivent manger soient clairement bien établis, avec des normes, que les hôtels soient identifiés et qu'on mette en place des équipes de contrôle qui vont travailler et non qui vont, disons, haranguer les foules ou bien faire, comme vous le savez, la corruption pour protéger un certain nombre de choses. C'est l'idéal. Monsieur Vissot, on parlait tout à l'heure de sécurité et Mme Akplogan vient également d'évoquer les questions de l'aéroport. Est-ce que, aussi bien sur les sites que déjà à l'entrée du pays, les mesures sont-elles suffisamment prises? Je pense que les mesures sont prises, mais tout à l'heure, nous avons ensemble déploré la situation touristique, enfin la politique touristique du Bénin. Moi, je ne suis pas surpris. Quand vous prenez ces 10 dernières années, en 10 ans, il y a eu 8 ministres du tourisme. 10 ans, 8 ministres. C'est trop selon vous? Ça veut dire que pratiquement un ministre fait environ un mois, enfin un an. Si l'efficacité recherchée n'est pas retrouvée chez celui-là, on peut le faire partie. Ça pose un problème. Si en 10 ans vous avez 8 ministres du tourisme, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une politique cohérente sur le tourisme. C'est ça le véritable problème. Vous parlez de l'aéroport, parlons-en. Dans la plupart des pays africains, l'aéroport est géré par un privé spécialiste de la gestion aéroportière. Mais vous avez dans le domaine privé, non, vous rapportez tout, n'est-ce pas? Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. L'opérateur a promis un aéronef spécialisé et il a en 4 mois il l'a fait. Et ça a été fêté au plan national. C'est ça que je souhaite pour mon pays. C'est vrai, je suis panafricaniste, bon teint, mais j'ai cette fibre, patriotique qui fait que je ne suis pas content de la façon dont ce secteur est géré. Parce que voilà un secteur qui a tout, n'est-ce pas, qui peut permettre au pays de décoller, mais il n'y a pas, les cadres qui ont reçu, qui ont la compétence pour faire ce travail-là, eh bien, ils sont au garage, le secteur est politisé, n'est-ce pas? Vous avez le budget du ministère du Tourisme au Bénin, c'est environ 1 ou 2% maximum du budget. Ce n'est pas possible. Tout le Bénin constitue des vestiges touristiques qu'on peut valoriser. Vous parlez du secteur privé qui doit forcément et indubitablement accompagner le tourisme pour son éclosion, mais tout à l'heure, Mme Akplogan Doussa soulevait un aspect très important, la corruption. Est-ce que vous pensez que le privé est suffisamment prémuni contre ce danger, ce phénomène aujourd'hui? Vous savez, la corruption, c'est un phénomène humain. D'accord? Mais je pense que ceux-là qui sont préparés à la gestion, au management, n'est-ce pas, au professionnalisme de la gestion, ce sont les privés. Prenez les 2 hôtels, les hôtels gérés au Bénin par le ministère, par l'État, je veux dire, pour faire simple. C'est inouï comme pagaille ce qu'il y a là. Donc il faut sortir, l'État doit sortir de la gestion et la confier au privé, parce que lui, son rôle, ce n'est pas de gérer. L'État n'a pas les compétences pour gérer un service. Il faut associer les professionnels et contrôler. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que vous parliez de l'aéroport, mais parlons-en. Est-ce que vous savez que jusqu'en mars ou avril 2016, le badge utilisé par les employés de la plateforme, n'est-ce pas, le badge a expiré depuis des mois, mais ça n'a pas été renouvelé. Est-ce que ça fait sérieux en 2016 que notre aéroport, le service le plus sensible, par où les touristes rentrent et par où ils sortent du pays, est-ce qu'on peut le gérer, on peut le laisser dans cet état? Je pense que c'est suffisamment sérieux comme préoccupation. Et les acteurs privés, je voudrais les inviter à saisir le bras tendu par M. Talon, qui dit qu'il veut faire du tourisme, n'est-ce pas, un instrument de rayonnement international du Bénin. Il faut aller à croyez en ces promesses de politique. Madame, je ne crois pas que ce soit politique. Madame Akplogan Doussa, vous avez tout à l'heure énuméré un certain nombre de choses qui doivent être remplies comme conditions pour que le secteur puisse décoller. Je les appelle alors problèmes. Est-ce que vous pensez que le complexe hôtelier aujourd'hui, dans votre pays, offre le cadre idéal aux touristes? Quelques-uns.
offre le cadre idéal. Ça veut dire que vous n'êtes pas préparé à accueillir un grand nombre de touristes. On est préparé à accueillir des millions de touristes. Comment ça va se faire? Ça va se faire par l'organisation. C'est bien pour ça que nous avons mis en place le consortium touristes par million au Bénin. Et vous retrouvez dans ce consortium les compagnies aériennes, l'association des compagnies aériennes. Ça signifie qu'elles sont prêtes à casser les prix pour que les touristes arrivent. Et quand ces touristes descendent, vous avez les hôtels de classe, de renom, qui sont membres. Nous avons quelques-uns. Et ces quelques-uns sont préparés. Et c'est là que nous allons amener nos touristes. Tous ceux qui veulent rentrer dans ce sillage vont mettre leurs hôtels aux normes et rentrer dans ce sillage. Nous avons des restaurants qui tiennent également, qui font des repas impeccables, tenus par des professionnels, qui vont également offrir des repas à nos touristes. Vous retrouvez au bout de la chaîne, à l'entrée comme à la fin, les agences de voyage et les guides de touristes qui proposent maintenant des circuits très bien préparés sur toute l'étendue du territoire national, que vous le voyez pour une semaine, 2 jours, 3 jours, 15 jours, même 1 mois, vous pouvez séjourner dans le pays. Et vous avez la possibilité à partir du Bénin de faire une incursion dans les 4 autres pays dont j'ai parlé, et même le Grand Nigeria à côté. Nous vous amenons de façon saine. Et l'autre chose, en attendant que les autres touristes n'arrivent, nous avons mis en place une politique pour travailler avec le Nigeria. Déjà, ceux qui apprennent la langue française au niveau du Nigeria vont commencer à visiter le pays de façon intense avant qu'on amène ceux qui veulent venir en week-end. Raison pour laquelle nous voulons exhorter le gouvernement qu'au lieu de travailler sur la route des pêches essentiellement, de voir également de l'autre côté vers Sebekodi, comment est-ce qu'au bord de la mer, on peut ériger des infrastructures hôtelières, mettre en place des cadres d'accueil, mais ça avec les privés. Permettre aux privés, mettre le cadre en ligne et permettre aux privés de pouvoir s'installer de façon heureuse et mettre la sécurité qu'il faut pour que les Nigérians viennent juste passer quelques heures et amener les devises nigérianes. Il nous reste encore quelques minutes à passer ici. Pour le Vissor, il y a des pays qui ne vendent juste que les balnéaires aux touristes et qui drainent assez de monde et de devises. Mais au Bénin, vous avez assez de sites, comme vous l'avez reconnu et cité nommément sur ce plateau. Mais est-ce que vous pensez que la mentalité, le culturel et le cultuel du Béninois se prêtent vraiment à ce jeu? C'est vrai, c'est une question d'éducation. Je suis d'accord avec vous que le tourisme domestique n'est pas très développé. Mais il faut travailler là-dessus. Il faut que l'État, disons, mette en place des politiques, par exemple, organisées avec l'appui des professionnels du secteur privé, des colonies de vacances pour permettre aux Béninois de quitter Cotonou et d'aller au nord, d'aller visiter Parce que justement, il y a des citoyens qui ne connaissent même pas leur pays. Absolument, et c'est ça le problème. Et lorsque vous parlez, lorsque le tourisme domestique n'est pas développé, la conséquence c'est quoi? Dès que les pays occidentaux disent à leurs citoyens n'allez plus dans tel ou tel autre pays, ben, vous êtes coincés. Et je crois qu'il faut associer, disons, les professionnels pour qu'une politique au plan local puisse être élaborée et développée. C'est ça le véritable problème. Je parlais de la politique touristique au Bénin. Il faut pouvoir travailler là-dessus et inviter, disons, le gouvernant à pouvoir comprendre que par le tourisme, ils auront beaucoup de ressources pour pouvoir faire face à d'autres exigences. C'est ça le problème. L'essentiel, vous estimez que le Bénin a les atouts aujourd'hui pour donc faire développer le pays à travers le tourisme? Absolument. On va sortir de cette émission. Est-ce que vous pensez que la mentalité de vos concitoyens aujourd'hui participe à accompagner un tel projet? Entre nous, nous mangeons. Mais quand nous avons le touriste en face de nous, nous sommes très accueillants. Et c'est le lieu de rassurer les touristes qu'une fois au Bénin, on va les accueillir de façon inédite, qu'ils n'ont jamais eu de par le monde. Mais je reviens au tourisme domestique. Dites-vous que depuis 5 ans, nous avons on a mis en place un programme pour que les Béninois connaissent leur pays. 15 jours pour découvrir le Bénin, le tour du Bénin en 15 jours. Vous nous voyez, vous avez ce programme. Et les enfants et les adultes. Donc, nous voudrions dire au gouvernement que si le tourisme est vraiment la priorité, ce secteur va lui permettre de créer plus d'emplois. Et la bombe qui attend, qui va exploser bientôt, pourra être ressortie de son trou. Nous voudrions dire également au gouvernement d'associer le privé. Le privé béninois est très riche, mais a été appauvri ces 10 dernières années parce que ses ressources entrelacées dans des méandres qu'on n'a pas compris.
Et on espère bien que les privés seront payés pour relancer l'économie, permettre à toutes ces entreprises qui dorment aujourd'hui de pouvoir renaître de leurs cendres. Ce sera donc votre conclusion. C'est sur cette note d'exhortation que nous mettons donc un point final à cette émission. C'était donc votre émission Angle de vue consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Très bonne suite de programmes sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.